Le monde des gangsters a toujours été dominé par les hommes. De nombreux cartels, gangs et organisations criminelles sont généralement dirigés par des hommes et remplis d'hommes qui constituent le rang et la base. Malgré la présence écrasante des hommes dans le monde du crime organisé, il y a quelques femmes qui ont fait tout leur possible pour prouver qu'elles peuvent être aussi impitoyables, calculatrices et sans morale que n'importe quel caïd. Je vous propose donc une liste de quelques-unes des femmes gangsters les plus dangereuses, dont certaines ont été jetées derrière les barreaux pendant des années et d'autres se promènent encore dans les rues en tant que femmes libres. Enedina Arellano Félix de Toledo. Née le 12 avril 1961, elle est identifiée comme la première femme baron de la drogue au monde par le Drug Enforcement Agency, notamment grâce à son sang-froid et à sa façon de gérer ses affaires. Enedina est une baronne de la drogue mexicaine qui, avec ses frères, a fondé le cartel de Tijuana et a joué un rôle essentiel en tant que comptable logistique de l'organisation criminelle. Pendant la majeure partie des années 1990, le cartel de Tijuana était dirigé par ses 6 frères. Après la chute du cerveau financier du cartel, elle a abandonné son rôle de blanchisseuse et d'administratrice financière pour prendre la relève. Elle a fini par diriger le cartel après l'arrestation de son frère Eduardo Félix en 2008. Enedina est née à Sinaloa dans une famille de trafiquants de drogue. Enfant, elle n'a jamais rêvé de diriger l'entreprise familiale, mais ses aspirations à la normalité ont été abandonnées après que ses 2 frères ont été déclarés recherchés par les États-Unis et le gouvernement mexicain. La plupart de ses frères ont fini par être incarcérés ou par mourir, laissant à Enedina le soin de gérer l'aspect financier de l'organisation, de superviser les alliances et de diriger la myriade de crimes que le cartel de Tijuana a commis sous sa direction, y compris les contacts monumentaux avec les fournisseurs de drogue en Colombie. Je considère Enedina comme la quintessence de la patronne des trafiquants de drogue, ou du moins comme suffisamment importante pour figurer en tête de cette liste. Sandra Avila Beltrán. Sandra est un membre d'un cartel mexicain et était un personnage incroyablement puissant et important dans le milieu de la drogue au Mexique. Surnommée la Reina del Pacífico ou la Reine du Pacifique, les autorités mexicaines et américaines la considéraient comme un lien important entre le cartel de Sinaloa autrefois dirigé par El Chapo et le cartel colombien de Norte del Valle. Née le 11 octobre 1960, Madame Beltrán a été mariée 2 fois, ses 2 maris étant d'anciens policiers qui ont quitté le service pour devenir des trafiquants de drogue. Dans certaines régions du monde, il semble que si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les, ce qui n'est malheureusement pas une option pour un youtubeur comme moi. Ou peut-être que j'ai de la chance, car malheureusement, les 2 maris de Beltrán ont été tués par des tueurs à gages. Beltrán a été arrêtée le 28 septembre 2007 et a été accusée de crime organisé et de complicité de trafic de drogue. Son histoire, celle d'une femme au foyer qui faisait des vêtements pour gagner sa vie, n'a pas vraiment fonctionné. Bien que certaines des accusations aient été abandonnées par la suite, elle est toujours détenue pour possession d'armes illégales et blanchiment d'argent. Elle a été extradée aux États-Unis pour répondre de ces accusations criminelles par le gouvernement américain. Elle n'a cependant pas passé tout son temps derrière les barreaux. Beltrán a ensuite été expulsée vers le Mexique où elle a été immédiatement arrêtée pour blanchiment d'argent et a été condamnée à 5 ans de prison supplémentaire et à une amende. Elle a été libérée en 2015 et vit désormais dans la ville de Guadalajara, ayant passé un total de 7 ans en prison et 2 ans en isolement pour ses crimes. Jody Moran. Moran est née le 18 décembre 1944. Elle est à la tête de la famille Moran, un groupe de criminels tristement célèbre de Melbourne, en Australie. Elle était mariée à Leslie John Cole, qui a été abattu lors d'un conflit entre gangs liés à la drogue à Sydney en 1982. Elle a 2 fils, Mark Cole et Jason Moran, qu'elle a eu avec son second mari, Lewis Moran. Mais la vie d'une Moran est tout sauf sûre et longue. Son fils Mark est assassiné en 2000, son autre fils, Jason Moran, est assassiné en 2003, et son second mari, Lewis Moran, est également tué en 2004. Mais cela ne signifie pas que Jody était innocente dans tout cela. En 2009, le frère de son mari, Desmond Moran, a été assassiné. Jody et 3 complices ont été arrêtés pour ce meurtre. Elle a été inculpée et condamnée pour ce meurtre. Jody a été condamnée en 2011 à 26 ans de prison, dont 21 ans sans possibilité de libération conditionnelle. La famille Moran, en plus d'avoir une espérance de vie généralement courte, était célèbre pour être des trafiquants de drogue en Australie. Jody Moran a profité de leur popularité pour publier une autobiographie de ses expériences, un peu moins de 2 semaines après la mort de son mari Lewis Moran. Ce livre, ainsi que de nombreuses séries télévisées consacrées à Jody, sont des contenus médiatiques que je ne me sentirais pas à l'aise de consommer. Thelma Wright. L'incursion de Thelma Wright dans le milieu de la drogue à Philadelphie a commencé lorsque son mari, J.K. Wright, un acteur majeur du milieu de la drogue, a été assassiné. Un événement qui allait la conduire à devenir la reine des gangsters de Philadelphie, transportant de la cocaïne et de l'héroïne entre Los Angeles et Philadelphie.
Thelma a rencontré son mari, Jackie Wright, alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Après le meurtre de ce dernier, elle avait deux choix, vivre dans le droit chemin ou reprendre la vie là où son mari l'avait laissée. Malheureusement, Wright n'était pas du genre à renoncer à la perspective de l'argent facile et abondant. Son tournant se produira lorsqu'elle se retrouvera dans une fusillade mortelle. Ce moment va changer sa vie à jamais. Elle va changer de vie et abandonner sa couronne de reine des gangsters de Philadelphie. Thelma a été élevée dans le sud de la Philadelphie et s'est inscrite à l'université de Temple où elle a étudié la gestion immobilière. Au moins, elle avait une vie à laquelle se raccrocher. Après avoir quitté définitivement sa vie de criminelle en 1991, elle a publié 10 ans plus tard un mémoire intitulé « With Eyes from Both Sides, Living My Life in and Out the Game ». On n'entend pas dire que le système carcéral a changé de manière aussi radicale de nombreux criminels endurcis, ou du moins, pas moi. Maria Leone. Maria Leone dirigeait un empire criminel lié à un réseau de trafic d'êtres humains, tout en étant mère de 13 enfants. Elle n'était pas seulement impliquée dans le trafic d'êtres humains, mais aussi dans le trafic de drogue et les meurtres à gages, parmi d'autres crimes. Maria était comme la reine des araignées dans une toile tissée à travers l'Amérique du Nord et du Sud. Elle avait des liens étroits avec la mafia mexicaine et a terrorisé le nord-est de Los Angeles pendant 2 décennies. Du moins, jusqu'à ce qu'elle soit condamnée à plus de 8 ans de prison dans une prison fédérale américaine avec ordre d'expulsion dès sa sortie. Le règne de Maria, chef tant redouté d'une dynastie de trafiquants de drogue, allait prendre fin grâce à la mort de l'un de ses enfants, Danny Leone. Il est mort dans une fusillade avec la police alors qu'il brandissait un AK-47 en 2008. Ses problèmes ont commencé lorsqu'elle a décidé d'assister à ses funérailles aux États-Unis. Elle s'est assuré le soutien de la mafia mexicaine, rejoignant les rangs de certains des gangsters les plus dangereux de Los Angeles. Interdite d'entrer aux États-Unis, elle décide de s'y rendre par une voie moins légale. Malheureusement pour elle, les membres de son gang étaient déjà sous surveillance policière et il n'a donc pas été très difficile de les arrêter, elle et ses complices. La véritable tragédie, à part les nombreuses victimes de ces crimes, c'est que Maria n'a jamais pu faire le deuil de son fils avant d'être envoyée en prison. Maria Licciardi. Maria Licciardi, née le 24 mars 1951, est une criminelle italienne affiliée à la Camorra. Elle est montée en puissance et a pris la tête du clan Licciardi après l'arrestation de ses 2 frères et de son mari. Elle est la première femme à devenir le chef du clan Licciardi et à prendre la tête de l'alliance de Secondigliano. Elle a réuni une fragile coalition informelle de 20 clans de la Camorra afin d'étendre son contrôle sur les extorsions les plus lucratives de la ville. Maria commettra plusieurs crimes, de la contrebande de drogue et de cigarettes à la protection et la prostitution. Elle joue un rôle clé dans l'expansion du marché de la drogue dans la ville. Sous sa direction, l'alliance Secondigliano est devenue plus organisée, plus sophistiquée et plus puissante. Maria a introduit de nombreux changements révolutionnaires au sein du clan, élargissant encore davantage la portée de leurs activités criminelles. Le plus important des changements est leur implication dans le commerce de la prostitution. Avant l'arrivée de Maria, la Camorra avait un code de conduite qui lui interdisait de tirer profit de la prostitution. Cependant, Maria ne s'est pas contentée d'enfreindre ce code. Sous sa direction, la Camorra a acheté des femmes et des mineurs à la mafia albanaise pour $2000. Beaucoup d'entre elles ont été trompées par la promesse d'un travail légitime et d'une chance d'échapper à la pauvreté écrasante de leur pays. Mais elles ont été réduites en esclavage, droguées et forcées à se prostituer. Heureusement, le règne de terreur de Maria a pris fin lorsqu'elle a été arrêtée en 2011. Rosetta Cutolo. Née en 1937, Rosetta a vécu seule pendant des années avec sa mère à Ottaviano, près de Naples. Elle était le bras armé de son frère, le célèbre criminel et ancien chef de la Nuova Camorra Organizzata, Rafael Cutolo. Pendant plus de 15 ans, elle a transmis ses ordres depuis la prison et a cultivé ses disciples dévoués à l'extérieur. Alors que son frère créait un scandale après l'autre en donnant des interviews et en faisant des discours au tribunal, Rosetta gardait un profil bas. Sans elle, la NCO n'aurait tout simplement pas survécu. Elle régnait dans le quartier général du NCO appelé le Castello Mediceo, un palais massif du XVIe siècle valant plusieurs milliards de lire. Il comprenait 365 pièces et était doté d'un grand parc, de cours de tennis et d'une piscine. Rosetta était incroyablement utile à l'organisation. Elle a négocié avec les barons de la cocaïne d'Amérique du Sud et a participé à une réunion de haut niveau avec des représentants de la mafia sicilienne et des clans de la Camorra, et a presque réussi à faire exploser un poste de police. En 1981, la police fait une descente dans son fief alors qu'elle préside d'une réunion du NCO. Elle a réussi à s'échapper et à se cacher pendant plus de 10 ans. En 1993, elle s'est rendue après que la police ait trouvé sa cachette. Elle est simplement sortie en disant « Je suis fatiguée d'être une fugitive ». Rosetta n'a été condamnée qu'à 5 ans de prison et a été acquittée de 9 accusations de meurtre. Bien qu'elle ait contribué à la gestion de l'organisation criminelle de son frère, elle a réussi à persuader les autorités qu'elle était inoffensive. Je ne peux qu'imaginer à quel point il doit être mentalement épuisant d'être en fuite pendant plus de 10 ans. Quand la police l'a trouvée, elle devait avoir l'air d'une gentille vieille dame.
Jamaica Thompson. Elle était la reine du trafic de cocaïne dans le Los Angeles des années 1980. Bien qu'elle soit basée à South Central Los Angeles, elle avait des distributeurs de cocaïne dans de nombreuses villes des États-Unis qui travaillaient pour elle. La vie criminelle de Thompson a commencé au lycée. Elle vendait entre 3 et 4 kilos de cocaïne par semaine. Elle a épousé son petit ami du lycée, Anthony Mosley, et vendait de la drogue à ses côtés. Le commerce de drogue de Thompson est en plein essor, et avec son mari, ils s'installent en Californie et ont un fils. Malheureusement, elle ne connaîtra pas le bonheur, car son mari sera assassiné peu de temps après. Elle continue à vendre de la drogue, et en 1984, elle développe son activité en recrutant des distributeurs dans tous les États-Unis et en obtenant des cargaisons de cocaïne directement des producteurs colombiens. À l'âge de 26 ans, elle ouvre une entreprise de distribution de produits capillaires que les autorités considèrent comme un moyen de blanchir l'argent de la drogue. La chute de Thompson a lieu lorsque Percy Bratton, son associé, est arrêté avec des kilos de cocaïne dans sa voiture. Ils s'empressent de conclure un accord avec les enquêteurs, leur fournissant suffisamment de preuves pour inculper Thompson. Elle a été capturée à l'âge de 31 ans, arrêtée lors de la cérémonie de remise des diplômes de 6e année de son fils. Elle était accusée de conspiration en vue de distribuer de la cocaïne et de 5 chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Thompson a été condamnée à 15 ans de prison, dont elle a purgé 12 ans, et est sortie changée. Raffaella d'Alterio. Surnommée la Grande Chatte, Raffaella était la chef du clan Pianese d'Alterio de la Camorra. Elle a repris les rênes de son clan après que son mari Nicola Pianese ait été abattu par des rivaux. Elle a été arrêtée en 2012 avec 65 autres suspects lors d'une série de raids menés par des officiers utilisant toutes les armes de la loi pour la faire tomber, y compris un hélicoptère et des chiens renifleurs. La police de Naples a révélé que des voitures et des biens d'une valeur de plus de 10 millions d'euros avaient été saisis lors de la descente, dont une Ferrari rouge flamboyant avec une plaque d'immatriculation en or massif. Ne vous y trompez pas, Raffaella n'était pas seulement une reine du crime impitoyable et dangereuse, elle avait aussi un succès impitoyable, qui a dit que le crime ne payait pas. Il voulait probablement parler des publicités Google. Raffaella n'était pas la seule à gagner de l'argent, c'était une véritable entreprise familiale. Son fils Raffaele, qui a déjà tenté d'assassiner l'avocat de la famille, et ses filles Catalina et Costanza, qui font partie des personnes arrêtées lors des raids, dirigent ensemble le clan Camorra et partagent le butin mal acquis en famille. Raffaella d'Alterio est accusée d'extorsion, de possession d'armes illégales, de vol et de trafic de drogue. Selon certaines estimations, son gang serait responsable de plus de 4000 meurtres au cours des 30 dernières années. Anna Christina. Anna Christina, la reine du vice écossaise, qui dirigeait un empire de prostitution de plusieurs millions de dollars à New York, est une mère de 4 enfants et a commencé sa vie de criminelle par des débuts plutôt modestes. Après une rupture qui les a laissés, elle et ses jeunes enfants, sans aucun soutien, Anna s'est retrouvée à travailler pour son cousin dans un salon de massage, connu pour ses happy endings. Après avoir appris les ficelles du métier, elle s'est mise à son compte en créant un service d'escorte haut de gamme à New York qui mettait en relation des belles jeunes femmes avec certains des hommes les plus riches et les plus puissants de la ville. Anna est passée inaperçue pendant des années alors qu'elle recherchait les plus belles femmes à présenter à sa clientèle de célébrités, de stars du sport et d'hommes d'affaires. Elle s'assurait de garder un dossier de ses clients les plus en vue comme assurance. Au sommet de son pouvoir, le service d'escorte d'Anna rapportait $2000 par heure. Le FBI continue de surveiller son réseau, espérant saisir l'occasion d'attraper un gros poisson parmi ses clients. Malheureusement, son empire s'est effondré en 2012, lorsqu'elle appelait des coupables d'un seul chef d'accusation pour promotion de la prostitution, afin d'éviter un long procès sur les allégations selon lesquelles elle aurait servi de maquerelle haut de gamme. Elle a également plaidé coupable d'avoir organisé un spectacle sexuel pour un policier en civil et a donc été condamnée à 6 mois de prison et 5 ans de probation. On a même fait un film sur sa vie, et je sais que c'est le genre de film que je décortiquerai à la recherche de toutes les erreurs possibles. Alors, laquelle de ces femmes est, selon vous, la plus dangereuse de toutes les fugitives ? Combien de gangsters masculins connaissez-vous qui sont presque aussi dangereux ? Si vous avez apprécié cette vidéo, rendez-vous sur l'une des vidéos à l'écran. À bientôt.